Merci beaucoup d'être avec nous, Dr Petrov. Vous êtes radiologue, évidemment. Donc vous, c'est ACRIM, et vous êtes à Compiègne. Mais enfin, pas uniquement à Compiègne. Non, on est effectivement pas à Compiègne. Bon, on n'est pas au début du topo, mais j'en profite si je peux avoir juste. Voilà. En fait, on est ici, on est à Compiègne dans l'Oise, donc qui fait partie de la région, l'ex-région Picardie, donc partie basse de la région de France, et que à côté, donc nous sommes un cabinet de 9 radiologues et nous sommes installés donc à Compiègne, mais également à Noyon, qui est à 35 km, une ville de 10 000 habitants. Compiègne a à peu près 40 000 habitants, toute la région 60, 80 000 habitants. Et que nous sommes donc un cabinet libéral qui assure sur plusieurs sites. Donc d'abord, le site le plus grand, c'est la Polyclinique Saint-Côme, qui est à Compiègne, et pour lesquels nous assumons donc le service de la radiologie. Puis on a un cabinet en ville à Compiègne même, et on a un site donc à Noyon qu'on partage avec effectivement l'hôpital de Noyon, dans le GHT Compiègne-Noyon. Et donc, alors il faudra juste me mettre au début de la présentation. Voilà, on va aller tout au bout. Vous rapprochez un peu des micros, monsieur. Oui. Voilà. Encore? Oui? C'est bon, d'accord. Oui. Voilà. Et donc, on m'a demandé de parler de l'état de l'art et les perspectives en téléimagerie. En 10 minutes, hein. 12 par 2. Expérience de 3 ans de la collaboration entre donc nous et les urgences, le regroupement des cliniques cardio-urgences à Amiens. Donc la téléradiologie, c'est effectivement une forme de télémédecine consistant à interpréter à distance un acte radiologique par l'intermédiaire d'un système de télécommunication. C'est un acte médical à part entière et implique un transfert de responsabilité au téléradiologue de ce qui se passe à distance. Elle est apparentée à une consultation et nécessite le respect donc impératif au protocole et à charte locale de référence. Tout ça s'intègre en fait dans un enchevêtrement assez complexe, mais qu'on va résumer très rapidement dans un volet médical qui comprend surtout la prise en charge, l'harmonisation et l'élaboration de protocoles, un grand volet organisationnel avec des procédures, une répartition des rôles, une démarche qualité, un très important volet économique avec un modèle économique qu'on doit trouver une rémunération des médecins, c'est un volet important. L'ensemble s'intègre bien sûr et est encadré par un volet juridique et technique avec un volet de convention à établir et surtout une communication avec l'ARS qui est très important. Le volet technique est important, quoique aujourd'hui assez maîtrisé en termes de réseau, d'hébergement, effectivement des outils collaboratifs et aussi surtout et avant tout un système de SIH. Ce qu'on a besoin par-dessus tout, c'est effectivement une éthique, une déontologie, un respect du patient et des professionnels de santé. Et tout ça, a priori, doit être respecté pour qu'on fasse une télémédecine et surtout une téléradiologie de bonne qualité. Donc quel est le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'acte spécifique, cotation à l'acte de téléradiologie, au télédiagnostic, non plus à la téléexpertise. Je crois que la seule exception existe en ophtalmologie. Alors, comment procéder? Donc, effectivement, c'est l'établissement des conventions de téléradiologie en respectant les recommandations du G4 et qui ont donné des indications de comment, effectivement, sur le plan financier, s'en sortir. L'architecture est en fait assez claire, qu'on peut résumer ainsi. Vous avez des établissements de santé qui, effectivement, communiquent ce qui se passe en règle générale aujourd'hui, sur des plateformes d'échange d'images et qu'à ces plateformes d'images, on peut avoir des centres d'archivage réglementaires, mais également, possiblement, le médecin des villes devrait y avoir accès, ainsi que la radiologue dans son cabinet. Donc ça, c'est effectivement une espèce de schéma général qu'on peut résumer, alors soit sur le plan pratique, de l'envoi point par point de l'image produite vers, donc, de celui qui requiert la téléradiologie vers l'endroit qui l'interprète. D'une manière, on va dire, plus moderne, ça passe par un routage par des plateformes d'échange et que ensuite, éventuellement, du point à point vers des centres ou des sites de lecture. Tout ça, évidemment, de plus en plus sur des plateformes d'échange. Donc, effectivement, c'est des plateformes d'échange où les lecteurs ont également accès à des images
éventuellement antérieure. Si on décline ces grands principes très rapidement, donc sur le plan régional, et ça c'est extrait du plan régional de télémédecine en Picardie, enfin de téléradiologie, vous avez la configuration suivante, la Picardie. Vous avez essentiellement une téléradiologie pour l'imagerie en coupe, qui se déroule à la fois à l'intérieur du territoire, à partir des sièges de Montdidier et d'Olens, vers le CHU d'Amiens. C'est une présentation qui date déjà un petit peu, peut-être il y a des choses qui se sont sûrement rajoutées. Il y a ici le siège de Péronne qui déroute vers Saint-Quentin les scanners. Et ensuite, vous avez, pour la permanence des soins, il s'agit bien de la permanence des soins, le siège de Beauvais, clairement, et qui traite, par des sociétés de téléradiologie, à savoir la CGTR, leurs imageries, ainsi que Compiègne et Noyon, leur PDS, Paris-Madis à Lyon. Et ceci, donc, vous voyez, c'est essentiellement de l'imagerie en coupe, et c'est un peu dans le territoire et un peu en dehors. Et c'est imagerie en coupe. Alors, ce que moi je vais vous présenter, ça va un peu à contre-courant, c'est-à-dire on parle des radios standards. Jusqu'à maintenant, on a vu de la technologie moderne, les blocs opératoires high-tech, etc. On retourne à la base et on fait l'interprétation des radiographies standards dans le cadre de la permanence des soins pour les centres privés d'Amiens, enfin pour les urgences et la clinique d'Europe, faite dans notre structure. Ce qu'il faut savoir, comment on est arrivé là, c'est qu'il y a initialement un différend entre les radiologues de la clinique d'Europe et les radiologues locaux pour l'interprétation des radiographies standards. On était informés à travers de l'ARS de ce fait, et l'ARS a proposé des éventuelles solutions donc à la clinique, solutions qui sont se passer autour des réunions de discussion avec donc deux propositions, l'un passant par le GCSI Santé, qui est donc passé par une participation au GCS, gestion par le GCS, évidemment, ce que vous avez déjà vu, l'utilisation de la plateforme de GCSI Santé. Et donc, en réfléchissant, nous, en interne, de nos propres forces et ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on a dit que pour nous, pour mieux travailler, et travailler encore plus vite et plus facilement, il fallait l'intégrer dans le flux journalier, c'est-à-dire sur notre intégration complète dans notre RIS, en transférant les images vers notre structure et de ce fait aussi profitant d'une gestion directe et plus simplifiée de point à point par rapport effectivement à un GCS qui est très intéressant, plateforme, mais qui est peut-être un peu plus difficile aussi à prendre des décisions, en tout cas des décisions qui nous concernent directement. Donc le choix a été validé par l'ARS puisqu'elle nous a donné d'autorisation, c'est la voie numéro 2, qui ensuite effectivement a nécessité un certain nombre, je vais passer très rapidement sur les conventions. En fait, il faut avoir un contrat cadre de télémédecine entre l'ARS et vous. La même est copiée en quelque sorte sur l'établissement requérant. Et l'ensemble doit se gérer par des conventions de téléradiologie ensuite entre celui qui demande et celui qui effectue. Donc, c'est une convention de téléradiologie. Ensuite, ça a été doublé dans notre cas par un contrat d'exercice professionnel libéral, un par radiologue, un contrat d'association tout à fait banal. On verra la conséquence tout à l'heure. Donc, ça permet donc d'organiser l'activité, notamment les horaires et la permanence des soins, de préciser les conditions financières, les conditions de mise en œuvre, les responsabilités professionnelles, puisqu'il faut une assurance, et de suivi et la révision de la convention. En termes d'horaires, c'est classique, c'est imposé en fait par les horaires de PRT, donc des horaires ouvrés et des horaires de la permanence des soins. Et on a des comptes rendus donc qui doivent être fournis dans un cadre horaire strict, non formalisé en 3 heures, 12 heures validées en jour, et puis 12 heures 24 heures. Ce qui est important financièrement, on retombe sur ce qui a été considéré comme adapté par le G4, donc on a repris cela, et les conditions d'exercice qui est un contrat type. La seule chose à retenir, c'est comme la radiologue intervient à titre individuel sur le patient, il ne nécessite pas d'être hébergeur de données de santé. La radiologue a le droit d'avoir son PACS, et donc c'est comme ça qu'on a géré en quelque sorte le problème. Donc, nous avons des discussions des conventions, donc effectivement, contrat de cadre en télémédecine qui s'intègre de ce fait dans le projet régional de télémédecine. Et ce qui est important à constater, qu'il n'y a pas d'engagement financier de la part de l'ARS. Donc tout doit être autofinancé. Et en quelque sorte, le contrat copie qui concerne l'organisme récurrent.
Voilà, donc le site, c'est une structure à base donc fibrée, donc entre les différentes structures pour assurer un débit correct. Alors ici, le schéma a l'air compliqué, alors il ne faut pas s'effrayer, c'est au bout de multiples réunions et en échange d'emails, ce qui consiste tout simplement à dire qu'on identifie le patient sur le risque qu'on a mis à disposition au service d'urgence, sur lesquels sont faits les radiographies qui sont ensuite transmis par VPN sur nos sur notre serveur et sur notre console d'interprétation. Il y a un système de secours et que tout ça est évidemment parfaitement aux normes HL7 et DICOM. Donc, quand on regarde ça un peu plus simplifié, il s'agit à peu près de 15 000 radiographies par an qui sont donc réalisées, qui sont donc envoyées par le réseau sur une station de télétransmission et qui ensuite dispatche sur toute console avec des écrans adaptés les clichés. Hein. De ce fait, on est capable d'interpréter de n'importe quel site où on interprète des radiographies qui se présentent. Tout ça évidemment doublé donc de RIS classiques répandus donc qui est Explore 2DL, qui nous permet, c'est pour ça qu'on l'a choisi, de suivre en temps réel l'évolution en termes d'urgence, et c'est le signal MPPS, donc là aussi rien de plus classique, de suivre est-ce que l'examen débute, est-ce qu'il est terminé, comme l'indique la montre, et ça permet de satisfaire aux besoins d'information en temps réel. Alors, heure ouvrée, comment ça se passe? Bon, ici le docteur Charleux qui est en train d'interpréter, en fait il est en IRM, et que derrière lui, on a installé donc une des 5 consoles de téléinterprétation, très simple, avec des logiciels, donc dans ce cas-là, c'était eFilm, et qu'il interprète ensuite dans son dos, puisqu'il fait de l'IRM, les radiographies standards. Il le fait par, deuxième chose importante, dictée numérique avec reconnaissance vocale, avec une validation directe. Il n'y a pas d'intervention de la secrétaire, on a d'emblée, en quelque sorte, presque interdit cela, afin de raccourcir le rythme et le délai de validation des comptes rendus. Et donc ça, on va voir, ça fait un rythme de 3-4 examens à l'heure en heure ouvrée. Si l'IRM est en panne en maintenance, pas disponible, bien sûr les autres relais les autres sites prennent le relais. Alors quand on est en PDS, c'est globalement la même chose, à ceci près qu'il faut revenir rien que pour Syncom, enfin pour la clinique, pour interpréter le week-end, l'après-midi, le soir jusqu'à 22h pour respecter. Donc ça c'est très pénible, en tout cas ça l'était au départ. Donc la prescription se fait effectivement sur les feuilles de demande, et ce sera informatisé bientôt, et donc la visualisation en temps réel du processus de l'urgentiste très important. Sur l'intranet, nos numéros sont bien sûr disponibles. En cas de problème, il y a le téléphone. Voilà. L'exploitation et la surveillance du data mining se fait sur des critères tout à fait standards, c'est-à-dire sur le temps total de séjour en radio avec l'heure d'accueil, heure de cotation, début et fin de l'examen, et donc les temps manipulateurs et temps de médecin sont aisément définis. Et donc, quand on regarde ça d'un peu plus près, on s'aperçoit que effectivement, ça se répartit d'une manière assez homogène entre les heures ouvrées et la PDS. Hein, et que quand on regarde donc la validation des comptes rendus, on voit que 93% en heure ouvrée est interprété dans les 3 heures et que 95% dans les 12 heures. Donc on est assez bien. Quand on regarde la PDSES, c'est un peu moins bien, mais on a aussi plus de temps. 86% des comptes rendus arrivent dans l'inférieur à 12 heures et plus de 95% dans les 24 heures. Donc on tient. Si on regarde ensuite, tout ça c'est extrait à partir des datas, vous voyez qu'effectivement dans la matinée, enfin dans la nuit profonde et dans la matinée, peu de radios se font, à peu près une par heure, et effectivement à partir de 10 heures jusqu'à quand même 21 heures, vous tournez entre 3 et 4 radios par heure, ce qui peut sembler peu, mais que peut être beaucoup si on doit interpréter en parallèle d'autres modalités. Donc ça c'était important à constater. Ce qui ensuite nous intéresse, c'est effectivement les non-conformités. C'était surtout le critère principal, le délai. Et on voit qu'effectivement, les pourcentages sont relativement faibles. Initialement, un petit peu plus important pour la PDSES. Quand on s'interroge sur les causes, bon, il y a les causes techniques, les diffusions qui ne se font pas des comptes rendus, dont on ne s'aperçoit pas forcément, puisqu'ils ont aussi accès à notre risque.
et d'autres des coupures de ligne, etc. C'est pas toujours évident, on s'en aperçoit pas tout de suite, et de ce fait peuvent arriver des retards. Et on va revoir tout à l'heure comment on peut y remédier. Ensuite, le médecin. Le médecin, c'est aussi qu'un être humain, et que bon, il travaille son IRM et parfois il oublie d'être en vacation, surtout au début. En vacation pour Amiens, il a sa console sur le dos, elle lui parle pas, et donc j'ai oublié. Bon, très bien. Donc ça c'est finalement assez rare avec le temps. D'oublier d'être en vacation si je suis pas en IRM. On a le réflexe, je suis en IRM, j'interprète Amiens. Très bien, mais si je suis au scanner et l'IRM est en panne, j'y pense pas forcément, puisque j'ai pas forcément le réflexe, donc du coup c'est un peu plus fréquent. Évidemment, quand on est débordé, quand on doit assumer plusieurs postes en même temps, on est forcément en retard. Voilà. Alors quand on regarde maintenant les choses sur 3 ans, 2014, 2015, 2016, on voit que finalement en moyenne, on arrive à livrer quand même dans les temps 1h30, 1h40 les radios dans le temps total, donc ce qui est tout à fait correct. Et on voit surtout que dans la PDS, on rendait le compte-rendu dans 5h30, mais on arrive aujourd'hui à peu près à 3h30, donc on a vraiment baissé. Alors ça s'explique par l'architecture, l'évolution de l'architecture. Le taux de conformité est globalement stable, au-delà des 90%, c'est-à-dire qu'on rentre dans les délais. Donc, comment je peux gérer l'oubli de la part des médecins? Il y en a plusieurs et la technologie nous aide. C'est un dispositif de rappel automatique par email. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que le planning, le deuxième, c'est le planning électronique sur smartphone, et troisièmement, le suivi réel. Ça, c'est plus pour le back-office, en quelque sorte, de la validation des comptes rendus. On va voir tout ça. Et après, on verra la difficulté d'accès images à la maison, poste de travail, accessibilité d'images. Il y a des solutions à la fois de dictée web pour pouvoir dicter chez soi à la maison quand on est d'astreinte, et également pour la visualisation des images. Et là, il y a vraiment des outils assez intéressants. Quand on regarde donc des dispositifs de rappel automatique, quand on a des délais, on peut imposer, envoyer un délai de rappel 30 minutes avant que le délai expire par un petit email anonymisé. Et comme on a un parc également de smartphones dans l'association, ça permet d'homogénéiser les mails, etc. et de les envoyer, vous voyez, d'une manière donc avant l'expiration du délai. Et ça permet d'avoir un rappel. Il est également renvoyé aux personnes de gestion parce qu'on peut avoir des erreurs, comme je vous ai dit, des distributions qui n'ont rien à voir avec le médecin. Et ça permet de suivre et de rappeler éventuellement au médecin, vous êtes en interprétation, avez-vous oublié, etc. Ensuite, ça arrive effectivement sur le smartphone du radiologue. Ça, c'est vraiment le point important. Le deuxième point qu'on a fait, on a créé des plannings, donc pareil, qui sont synchronisés avec notre RIS, qu'on a fait faire par un prestataire externe qui maintenant a énormément d'expérience avec le logiciel qu'on utilise. Et ça permet donc vraiment avoir, par un planning externe tout à fait simple, savoir où on est programmé, et effectivement la vacation d'Amiens figure. Donc tout ça, c'est des outils qui aident le médecin sans forcément le presser. C'est des outils à l'aide. Et le troisième point important, c'est que si on veut une certaine qualité, il faut avoir des chiffres et il faut avoir après des représentations qui nous aident à comprendre ce qui se passe. Donc là, vous avez l'activité, donc par exemple, peu importe le jour, et vous avez donc toute la journée déroulée en bas, et vers le haut, le délai. Et vous voyez le délai ici, les 12 heures et les 24 heures, et vous voyez, ça tombe effectivement 8h30, ici à 3 heures et à 12 heures. Et vous voyez qu'il y avait 2 radios la nuit qui visiblement ont été interprétés relativement tôt. Ensuite, toute la journée, là on a du vert, donc tout a été interprété dans le délai, en fonction de la disponibilité. Vous voyez, il y avait un radiologue là, un autre radiologue ici qui visiblement interprétait plus vite que le radiologue du matin. Et ensuite, la nuit commence et effectivement, il a fini, il est parti là et le délai s'accumule. Et donc, il a interprété à ce niveau-là. Donc, c'est des données assez intéressantes. Et surtout, quand vous regardez un autre jour, et vous constatez qu'effectivement, aussi, on a interprété tranquille, très bien. Et hop, là, il y a un truc en rouge. Finalement interprété au-delà, donc théoriquement donc non conforme. 3 radios, juste avant le changement, on va dire, passé en heure ouvrée en PDS. Et en fait, la personne qui interprétait a quitté le poste. 3 radios sont tombées, en fait elle a interprété le lendemain, enfin plus tard. Donc effectivement ce n'est pas en quelque sorte correct.
Enfin, elle a dû, dans ce cas-là, elle a dû chercher les enfants, elle a dû quitter parce qu'elle cherchait les enfants à l'école, à la garde, et donc, le soir, elle a fait ce qu'il faut faire, et donc, elle a oublié d'allumer le poste le soir. Voilà. Donc c'est un des contraintes qu'on a quand c'est quelque chose de personnalisé, et les erreurs peuvent être multiples. Mais bon, est-ce qu'il y a une conséquence médicale? Probablement pas, puisque le médecin urgentiste aurait appelé. Ce qu'il faut bien comprendre de ce système, il est effectivement contraignant pour les radiologues, très contraignant même par endroits, mais il y a des solutions qui permettent de le rendre plus simple. Et là, vous avez donc notre RIS qu'on a ici, avec les différentes modalités, à la fois la clinique, sur notre site à Noyon et à Compiègne, dans la ville, qui sont envoyés vers les stations de télétransmission pour les envoyer dans notre PACS. Hein. Pour Amiens, donc une solution à part, qui est envoyée vers la RA600, puis initialement vers les différentes consoles qui existaient, et puis vers le PACS. Bon, ça, c'est une structure très simple, très robuste. Et l'évolution qu'on a fait cette année était en fait que l'ensemble est envoyé dans un cloud qui permet effectivement qu'il y ait un serveur avec un backup et que les images qui arrivent donc sur la station de télétransmission sont directement envoyées dans le PACS et ensuite à partir du PACS sont distribuées vers les différentes consoles sur une interface uniforme. L'interface uniforme qui permet aux radiologues de ne plus avoir les interfaces on avait 3 différentes consoles. En termes d'apprentissage, c'était pas simple. En plus, c'est une technologie web, et cette technologie web nous permet donc effectivement d'utiliser des bandes passantes moins importantes et de regarder les radios à la maison et également pour Syncom, pour la clinique, les scanners. Donc c'est pour nous, par la technique, qu'on y arrive et à domicile, effectivement, d'être correctement équipé pour pouvoir répondre. Ce qui est vraiment important, c'est effectivement la collaboration entre votre provider PACS, le RIS, et sur le fournisseur local qui est chez nous à Aranet, qui est vraiment une entreprise tout à fait exceptionnelle et qui a un savoir-faire en termes de tout ce que vous avez vu, les captures d'écran que je vous ai montrées sont développées par cette société-là. Donc vraiment quelque chose, entreprise picarde, extrêmement efficace, à côté des grands effectivement, de la profession qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce qui est les forces? C'est qu'on s'appuie sur les logiciels effectivement avec des fournisseurs fiables. Donc on est globalement sûr que dans 3 ans, ça marche toujours. Je vous en ai parlé effectivement de cette société Aranet, qui est effectivement important pour nous, aussi pour le maintien de l'ensemble de réseau. Que la collaboration avec les intervenants est vraiment quelque chose d'important et qui jusqu'à maintenant ne posait pas de problème. Et qu'à la CRIM, il faut qu'effectivement les 9 radiologues, toute l'équipe, marchent dans une direction. Car si on s'engage sur ce type de problème, il faut effectivement que tout le monde soit derrière et assume la charge de travail, mais également le secrétariat et les cadres qui effectivement font un back-office très efficace et une surveillance. Et pour le RIS, la dictée numérique avec reconnaissance vocale et validation directe permet d'énormément de raccourcir les délais. Alors le problème, c'est que tout ça, effectivement, financé sur les fonds propres, c'est pas évident, et c'est pour ça que ça prend du temps à faire développer les choses. Hein. Donc on est très content que l'ARS nous a autorisé de faire ce qu'on a fait, mais il y a un retard dans le déploiement des solutions techniques, et ça, on ne peut pas faire autrement s'il faut le faire de cette façon-là. Donc certains retards aussi dans tout ce qui était prévu initialement, la prescription électronique, etc. C'est les interfaces, des connectivités, et ça, il faut effectivement financer. Et ce qui est peut-être également très pénalisant, c'est le fait qu'on n'est pas fibré, qu'on n'a pas du très haut débit chez nous à Compiègne. Alors moi, je me suis installé en 2006, et que à l'époque j'habitais Paris, j'avais Numéricable comme fournisseur, j'avais des câbles, je finissais ma vacation à Compiègne, je rentrais et le soir j'avais accès au PACS sans problème, j'interprétais mes radios. Je suis arrivé à Compiègne 2011, j'ai toujours du ADSL et c'est un peu compliqué et on ne sait pas très bien quand ce sera prévu, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc c'est vraiment... Et ça, vraiment, dans les territoires, un grand handicap, en tout cas quand on est radiologue, ne pas avoir de la fibre, pas avoir l'infrastructure. Donc c'est pour nous vraiment handicapant, et j'imagine que ça doit l'être à l'hôpital aussi, puisque si vous êtes en demi-garde, demi-astreinte, et vous avez des coups de fil et vous ne pouvez pas vous connecter, vous êtes avec exactement le même problème. Voilà, qu'est-ce qu'on peut conclure? Téléradiologie, faisable en utilisant de moyens disponibles sur le marché. Les médecins sont responsables s'ils acceptent le défi et tout le personnel, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je vous dis, il faut un RIS qui vous permet de faire ceci, dont j'ai insisté, rapidement de faire les comptes rendus,
Côté ARS, nous laisser faire, c'est-à-dire à partir du moment où le projet est bon, il faut le soutenir. Donc ça permet de garder le savoir-faire aussi en région et garder une attractivité dans l'Oise où effectivement on a la densité en spécialistes la plus basse de France. Et que, donc, effectivement, essayer par ce biais-là, montrer aux jeunes qu'on fait des choses intéressantes. Merci beaucoup. Je vous félicite parce que vous avez fait une très très belle intervention.